Salut YouTube, alors une nouvelle vidéo? Oui, alors regarde pas les images, c'est juste pour meubler, ça n'a aucun rapport avec ce que je raconte. C'est une introduction. La première partie, ça concerne Bernard, je le resitue sur la journée du 16, et puis j'explique et je démonte l'histoire. C'est parce qu'en fait j'ai encore entendu des explications, enfin vous connaissez la sempiternelle histoire et ça m'a un peu agacé. Et la deuxième partie, bah, c'est le dur du sujet. J'aborde des sujets, des thèmes qui sont difficiles. C'est pour ça que c'est réservé à un public averti. Et puis, bah, bonne vidéo. Le contexte de départ, c'est ça. Le Bernard est chez lui avec son fils. Il se lève à 13h, c'est le 16 octobre. On sait qu'il a un projet funeste à commettre. Mais il ne se passe rien jusqu'à 17h, où il se décide d'aller à Bruyères chercher sa belle-sœur à la sortie du collège à la fin de la journée. Donc jusqu'à 17h, il ne se passe rien pour le petit Grégory. Il arrive au collège et il voit sa belle-sœur à la sortie. Alors il y a plein d'ados, plein d'adultes et il crie hey, « Bouboule, viens ! Monte dans la voiture, viens avec moi !» La question c'est, est-ce qu'elle l'a suivi? Non. Non, parce que le chauffeur qui avait prétendu et assuré qu'elle n'était pas dans le car, s'est fait débouter au tribunal. Et il y a eu des témoins qui ont persisté en disant qu'elle était bien dans le car, donc elle n'était pas avec son beau-frère. Mais bon, supposons que quand même elle soit avec lui dans la voiture. Si Bernard se dirige à l'Éponge, Muriel y est aussi. Il y va à l'Éponge, c'est pour kidnapper l'enfant à son domicile. La question c'est, a-t-il kidnappé le petit Grégory? La réponse est non, parce que selon le propre père du petit, le rapt a eu lieu à 17h03. Or, Bernard à 17h03, il ne peut pas être en train de kidnapper l'enfant parce qu'il était à Bruyères. Et le temps qu'il fasse la route, il ne peut pas être mathématiquement à 17h03 à l'Éponge et avoir commis le rapt. C'est pas possible. Mais bon, supposons que effectivement ce soit lui qui ait kidnappé l'enfant. Par quel miracle, je ne sais pas. Il se dirige donc vers Docelles parce que c'est là que l'enfant a été retrouvé dans la Vologne. Donc, si on en croit le narratif, c'est lui qui va ficeler l'enfant, lui mettre le bonnet, enfin je vous épargne tous les détails, mais à un moment donné, il se sépare de l'enfant. La question, est-ce que c'est lui qui a commis ce geste ? Eh ben non plus, parce que là, c'est la thèse officielle qui dit que ce n'est pas Bernard. Donc il est out de fait. C'est pour ça que la thèse officielle a rajouté des complices. Là, pour l'instant, ce sont Marcel et Jacqueline qui sont incriminés. Mais déjà, c'est Bernard, il est out. Donc en fait, si on prend Docelles, l'Éponge, Bruyères, sur toutes ces journées, il est out. Ça fait beaucoup quand même d'innocence pour un coupable, non? Vous trouvez pas? Et supposons quand même que ce soit encore lui qui fait tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe après Docelles quand ils se retrouvent à 3 dans la voiture? Ils viennent quand même de tuer un enfant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent à Aumonzey dans leur maison, ils reprennent leur petite vie, comment ça se passe? Ils mangent une tartine, ils font les devoirs, qu'est-ce qui se passe? Humainement, comment ça se passe? Vous pensez que n'importe qui peut faire ça et s'en sortir indemne? Il faut avoir un profil psychologique, psychiatrique très particulier. On parle quand même du meurtre d'un enfant. C'est un psychopathe qui a fait ça, quelqu'un de froid, quelqu'un qui n'a pas d'émotion, d'accord? Quelqu'un qui est déterminé. Bernard, si vous l'étudiez un petit peu, vous verrez que c'est un empathe. Il prend soin de son fils, il prend soin de sa femme, il prend soin de sa tante Louisette, il prend soin de sa petite belle-sœur. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres et qui est très sensible. Il colle pas au personnage. Ça devient compliqué, hein. Et en plus, si on dit que c'est lui le 16, on dit que c'est lui aussi le corbeau. Et le corbeau, il s'est pas mis en activité le 16, ça fait déjà 3 ans qu'il œuvre sur la Vologne. Ça fait déjà 3 ans que notre corbeau fait des courriers anonymes qu'il envoie à des gens, à des familles. Et à chaque fois, il maquille son écriture quand il écrit. Il a fait aussi plein d'appels téléphoniques pour manipuler les gens, des appels très toxiques. Il en a fait beaucoup, c'était sa principale activité. D'accord? Et à chaque fois qu'il appelle, il déguise sa voix, il fait très attention à ce qu'il dit. Il est très très prudent. D'ailleurs, personne n'a réussi à l'identifier. Tellement il fait attention à chaque détail, y compris à sa voix. Mais si on en croit la bonne histoire et que c'est Bernard le coupable, figurez-vous que le jour du crime, Bernard qui était jusque-là si prudent, il prend 2 témoins avec lui dans sa voiture et il se montre ouvertement à qui m'as-tu vu? Est-ce que c'est cohérent?
Est-ce que c'est cohérent de mettre 3 ans à être en bac, d'ailleurs caché, d'être toxique et de ne pas se montrer, pour le jour du 16, être complètement à l'air libre? Ça n'a pas de sens. Allez, on va aller faire un petit tour dans la tête du corbeau. Alors c'est un titre un peu racoleur, j'en conviens tout à fait, mais j'explique. J'appelle ça aller dans la tête du corbeau, et pour ça, on va prendre l'appel de revendication qui a eu lieu chez Michel le jour du crime à 17h32. Le corbeau, quand il appelle chez Michel, il ne cherche pas à manipuler Michel. D'ailleurs, le corbeau s'est amputé de cette possibilité parce que, vu le crime et l'horreur du fait qu'il a fait, les gens ne rentreront plus dans son jeu, c'est terminé. Il s'ampute de cette possibilité. C'est pour ça que l'appel chez Michel, entre guillemets, il est sincère. En ce sens qu'il ne cherche pas à manipuler. Et comme Michel en fait une restitution très peu de temps après, quelques heures après l'avoir reçu, je pense que la retranscription est fidèle. Et donc c'est pour ça que je dis que cette revendication est directement issue, le reflet de ce que pense le corbeau. Il dit ça. Je te téléphone car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le rechercher, mais elle ne le retrouvera pas. Ma vengeance est faite. Voilà ce que dit le corbeau et il raccroche. Donc vous voyez, il ne cherche pas la conversation, il ne cherche pas le dialogue, il ne cherche pas tout ça. Il ne l'a pas écrit avant, je ne pense pas. Et donc c'est vraiment de sa pensée. On va se focaliser sur ce qu'il a dit, ligne par ligne. On va commencer par « Je te téléphone car cela ne répond pas à côté ». Bon, ça a l'air assez anecdotique, mais ça ne l'est pas. « Je te téléphone car ça ne répond pas à côté ». Ça veut dire « Je téléphone à toi, mais ce n'était pas prévu, c'est pas toi qui m'intéresse, c'était les gens d'à côté ». Et les gens d'à côté, c'est qui? Albert et Monique. À côté de chez Michel, c'est ses parents. Donc, mais c'est Michel qui décroche, mais par défaut. C'est d'autant plus étrange parce qu'il appelle Albert et Monique, d'accord, on va tenir ça comme idée, alors que son leitmotiv, c'est de s'en prendre à Jean-Marie, de le faire mourir de chagrin. Alors pourquoi appeler Albert et Monique? C'est parce qu'il a pensé à Albert et Monique en priorité. C'est un peu comme nous quand on fait un pet sur l'autoroute, sans gravité aucune mais suffisamment choquant. On va appeler quelqu'un et cette personne qu'on va appeler, c'est celle qui nous vient naturellement à l'esprit. Et je pense que le corbeau a fonctionné comme ça. Il a fait tout ça et son premier réflexe, c'est d'appeler les grands-parents parce qu'il est contemporain des grands-parents. Il connaît les grands-parents. L'inverse n'est peut-être pas forcément vrai au sens d'identité. Je pense qu'ils se connaissent, mais ils ne l'ont pas identifié. La question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi il n'appelle pas Christine. Est-ce qu'il saurait par exemple que ce n'est pas la peine d'appeler Christine parce qu'il sait qu'elle ne répondra pas? C'est une sacrée hypothèse aussi. Je la garde. Pour après. Je la garde. La vraie question c'est, pourquoi il n'appelle pas le père Jean-Marie? Il vient de prendre son enfant parce qu'il en veut à Jean-Marie. C'est sa motivation première, c'est ce qu'il dit. Alors pourquoi il n'appelle pas Jean-Marie pour, entre guillemets, jouir de son crime? Il n'a qu'une seule cartouche pour revendiquer et il a crame avec Albert et Monique et pas avec le père. C'est vraiment étrange. Et c'est pas un problème technique parce que appeler Jean-Marie à son travail, il l'a déjà fait et longuement et à plusieurs reprises. Donc il sait le faire, mais il ne le fait pas. On peut se poser aussi la question du pourquoi. Pourquoi pas Jean-Marie? Ça, c'est vraiment étrange. Ensuite, il dit « Je me suis vengé du chef ». Donc là, il parle bien du chef à la troisième personne, donc il s'adresse bien à un tiers. Il ne s'adresse pas directement à Jean-Marie. Souvenez-vous, il avait écrit à une certaine époque un courrier qu'il avait envoyé à Albert et Monique, les grands-parents. Il leur avait dit, écrit « Si vous voulez que je m'arrête, je vous propose une solution. Vous ne devez plus fréquenter le chef. Vous devez le considérer lui aussi comme un bâtard. » Bon, peu importe. Pourquoi il fait ça? Pourquoi, sur cet encart-là, il demande à Albert et Monique action contre Jean-Marie? Pourquoi il n'appelle pas directement Jean-Marie pour lui dire « Arrête d'aller chez tes parents, sinon ça va mal se passer ». Il demande à Albert et Monique une action, il leur fait aussi porter la responsabilité du coup. Et Albert et Monique ont deux solutions de réponse. Soit ils vont aller dans le sens de la demande du corbeau, c'est-à-dire lui obéir et ne plus voir Jean-Marie. Ça aura pour effet, en théorie,
de faire baisser la frustration, donc d'arrêter le processus, comme le dit le corbeau. Fin du game, fin de l'histoire, fin de la partie, ça s'arrête. Mais Albert et Monique ont une deuxième possibilité, c'est de ne pas écouter le corbeau, d'aller contre la demande du corbeau. Et là, ça va avoir un effet de décupler, ça va décupler la frustration du corbeau. Et la frustration, à mon avis, à son niveau, était déjà assez élevée, et elle va être décuplée. Et ça, c'est pas bon, pas bon, pas bon. La frustration, et pire, l'intolérance à la frustration sont des mauvais moteurs. En psychiatrie, c'est connu. Il y a des gens qui sont franchement intolérants à la frustration, qui sont d'une dangerosité extrême. Je vais vous faire écouter un extrait d'un acte contemporain qu'on pourrait presque transposer en 84. Écoutez, on en parle juste après. Ce petit garçon de 8 ans, disparu le 10 octobre, a été retrouvé mort. Un suspect a été identifié, interpellé, mais personne ne s'attendait à cela. Voici ce qu'il s'est passé. Ce 10 octobre 2025, Fabien, âgé de 8 ans, avait été dispensé d'aller à l'école car il ne se sentait pas bien. Sa mère l'avait laissé seule à la maison pendant qu'elle partait travailler, mais à son retour, l'enfant n'était plus là. Inquiète, elle a immédiatement contacté la police. Une vaste opération de recherche a alors été lancée, mais Fabien restait introuvable. Les enquêteurs ont rapidement envisagé l'hypothèse de l'intervention d'un tiers. Le corps de l'enfant sera finalement retrouvé dans une zone boisée par une promeneuse. L'autopsie révèle que le corps de Fabien avait été partiellement brûlé, probablement pour effacer des traces, ce qui confirme qu'il s'agissait d'un acte criminel et non d'un accident. Peu après la découverte du corps, une femme a été arrêtée. Il s'agit de Gina H, âgée de 29 ans, qui est l'ex-petite amie du père de Fabien. Selon les premiers éléments de l'enquête, la rupture récente avec le père du garçon aurait pu déclencher chez elle de la jalousie ou un désir de revanche. Alors, vous avez vu ça? On se demandait si une femme pouvait faire des actes aussi horribles. La réponse est oui. Ah, nous y voilà, le parcours de l'impossible. Ah, accrochez-vous. J'ai kidnappé son fils, nous dit-il. Bon, on va commencer gentiment par ça. Il a kidnappé son fils. Il le dit, hein, j'ai kidnappé son fils. Bon. Pour kidnapper son fils, il n'y a pas 36 solutions. C'est un kidnapping au sens strict du terme. Ça veut dire que le corbeau était sur place. C'est pas l'enfant qui est allé à lui. Ou si c'est le cas, il n'a pas fait des kilomètres. Hein. Donc il était sur l'épange. Moi je dis qu'il était sur l'épange avant 17h. Avant 17h. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y en a qui y ont pensé bien avant moi. Le corbeau a observé. Il a observé le pavillon. Et c'est comme ça qu'il a pu déclencher son départ, parce qu'il a vu une fenêtre de tir et il s'est déplacé au pavillon. Souvenez-vous, hein, je vais vous remettre l'extrait, mais on avait fait une étude de l'environnement et essayé de trouver des spots d'observation par rapport à l'altitude du pavillon, en supposant que l'observation était sur un point plus élevé que le pavillon. Et on avait trouvé vraiment tout de suite là 4 spots possibles. C'est incroyable, hein? Si près du pavillon. Un tout près, un pas trop loin, et puis 2 très loin, très loin, relativement plus loin, mais tout à fait acceptable en termes de temps, d'observation et de tout. En plus, il y avait des tas de bois à l'époque, à ces endroits-là. Donc c'est crédible. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne prouve rien, mais c'est crédible. Ça veut dire que s'il était sur son point d'observation et qu'il s'était placé, il avait une voiture. Visiblement, c'était une Ferrari. Non, c'était sûrement une 4L. Faut que je me calme un petit peu, je parle moins vite. Donc il avait une voiture. Dans sa voiture, il avait une bobine de fil, et pas n'importe laquelle. C'est celle qui correspond à celle qui était retrouvée sur le petit. 2 taurons, 3 brins, je crois. Il avait ça dans sa voiture. Et il n'avait pas que ça. Il devait avoir un couteau. Ça, c'est un couteau alsacien pour couper sa ficelle. Sauf s'il avait exactement la dimension dont il avait besoin, mais honnêtement, j'en doute. Ensuite, vous vous souvenez, il a fait un courrier. Il avait donc de quoi écrire. Et pour écrire, il n'y a pas 36 solutions, il faut du papier. Et il faut sûrement un support pour écrire. Vous savez, dans le temps, il y avait des trucs comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis forcément, un crayon. Mais pas que. Il avait déjà tout ça. Et comme il a posté son courrier à la poste, il avait forcément une enveloppe et un timbre.
Quand je dis peut-être des enveloppes et des timbres. D'accord, c'est pour illustrer. Question, qui avait tout ça dans sa voiture à l'époque? Quel métier faisait en sorte que on pouvait avoir tout ça pour faire son métier? C'est une bonne question. Il n'a pas mis tout ça le jour du crime, hein. Il avait, c'est quelque chose qui traîne dans sa voiture, je pense, de manière normale. Alors, est-ce qu'il faisait lier des colis? Est-ce qu'il liait des fagots, des planches? Est-ce qu'il liait des sacs? Est-ce qu'il prenait des commandes? Est-ce qu'il prenait des notes? Est-ce qu'il faisait des croquis? Est-ce qu'il pouvait envoyer des informations à son patron? Est-ce qu'il pouvait envoyer des informations à des clients? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Mais il avait tout ça dans sa voiture. Et si la gendarmerie avait fouillé les voitures, on aurait peut-être trouvé des choses. Mais bon, il ne faut pas leur jeter la pierre. Ils n'avaient pas non plus pléthore de moyens. Pour l'époque, je trouve qu'ils avaient fait du bon boulot. Oh bah on va rentrer dans le dur. Si vous voyez ce petit logo, c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est la séquence urticante plus. Alors hop, tout le monde va voir ailleurs, sauf les durs des durs. Vous êtes restés? Alors vous êtes un dur de dur. Je le dis. Pardon pour ce que je vais dire, hein, mais c'est difficile. Alors, il dit, le corbeau, il dit, je l'ai étranglé. On va étudier ce petit détail. C'est pour ça que si vous êtes de la famille, il est encore temps de partir. Si vous êtes sensible, il est encore temps de partir avant que j'explique. Partez s'il vous plaît. Si vous restez, c'est parce que vous l'avez choisi. Alors, il y avait de la spume. La spume, c'est un champignon de mousse, donc c'est une mousse épaisse collante qui est au niveau du nez et au niveau des commissures de la bouche. Chez les noyés, c'est le mélange entre de l'eau et du mucus des poumons. Ça veut dire que l'enfant respirait dans l'eau. Ça veut dire ça, la spume. Et ils en ont trouvé à l'autopsie. La question donc de l'étranglement m'interroge. Est-ce que c'est un étranglement qui, comme tel qu'on peut l'imaginer de prime abord, qui consiste à empêcher de respirer? Moi je dis non, parce que l'enfant respirait dans l'eau. Donc, et en plus, à l'autopsie, il l'aurait vu, parce qu'il y a un petit osioïde qui s'écrase quand on étrangle les gens, pour couper l'air, pour couper l'œsophage. D'accord? Pour couper l'arrivée d'air, la possibilité de respirer. Ça casse. Alors là, c'est marqué, c'est tiré, la fracture de l'osioïde est exceptionnellement, elle est la preuve d'une mort par strangulation en médecine légale. Ok? Ils auraient dû le voir. Donc je me dis, c'est peut-être un autre type d'étranglement. Je vais vous montrer un petit extrait. C'est un étranglement dit veineux, qu'on apprend en technique de combat, notamment chez les militaires et dans les arts martiaux. Moi, je l'ai appris. Ça, c'est l'osioïde. Regardez cet extrait. Vous allez voir, c'est un combattant. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est sensible, parce vous allez voir la technique et regardez le temps que va mettre cet individu adulte pour tomber dans les vapes. C'est un adulte, hein. Alors, il flippe un peu. Honnêtement, moi, j'ai pratiqué ce genre de truc. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes. 7 secondes chez un adulte, chez un pratiquant qui maîtrise sa technique. Je précise que c'est une technique. C'est pas la peine de serrer le cou de quelqu'un, ça ne marchera pas. C'est une technique. Il faut comprimer la veine qui fait qui fait sortir le sang du cerveau, qui mécaniquement empêche le sang d'arriver dans le cerveau. C'est ça qui crée la syncope. Et si c'est maintenu, ça crée une syncope profonde et ça va jusqu'au coma, jusqu'au décès. Et je pense que notre ami là connaît cette technique de combat, qu'il la maîtrise assez parfaitement d'ailleurs. Et du coup, ça écarte toutes les hypothèses, vous savez, de l'insuline, de tout ce que vous voulez. C'est une technique qui ne demande rien à part de la technique. Et ça servait aussi dans les combattants, vous savez, pour maîtriser des sentinelles, parce que ça les empêche déjà de crier. Et puis ça les met dans les vapes très vite. Même si vous avez un combattant, encore une fois, avec un coup de taureau, un militaire, un gros militaire, si vous êtes suffisamment fort, ça marche. Encore un petit effort et on en aura fini avec ce passage douloureux. Il dit « Je l'ai jeté à la Vologne ». Question purement technique, encore une fois, graveleuse. Comment a-t-il procédé pour la mise à l'eau?
Est-ce qu'il l'a, entre guillemets, jeté comme un paquet? C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Dans le sens où il a soulevé, il a jeté en faisant un effort, vous voyez un petit peu le geste, pour le mettre le plus loin possible du bord. Parce qu'il faut qu'il aille dans le courant. Je ne pense pas qu'il veuille que l'enfant reste exactement là où il l'a jeté, à ses pieds. Ça pourrait le trahir. Donc je me suis posé la question de savoir si c'était servi par exemple d'une rampe en bois, auquel cas il aurait fait glisser l'enfant sur le dos. Et la question c'est, y a-t-il des fibres de bois dans le dos du blouson de l'enfant? Si vous suivez ma pensée. C'est une bonne question aussi, ça pourrait indiquer la méthode et peut-être du coup l'auteur. Voilà. Bon, on en a fini pour la partie douloureuse, c'est enfin libéré, on passe à la suite. Alors on y va pour la suite. Sa mère est en train de le rechercher, mais elle ne le retrouvera pas. Quand il dit ça, le corbeau, on a l'impression qu'il est un observateur de la mère qui recherche son petit, qu'il est en temps réel en train de voir la chose. Ça m'interpelle beaucoup. Si la retranscription qu'en a fait Michel est fidèle, ça veut dire que le corbeau est en train de dire qu'il a vu Madame Villemain chercher son petit. Elle est en train de rechercher, mais elle ne le retrouvera pas. Lui, il le sait qu'elle ne le retrouvera pas. Et il fait cette précision. Ça aussi, on peut se poser la question de pourquoi il précise ça. Là aussi, mon champ de pensée était un petit peu ouvert, parce qu'il y avait des hypothèses que je n'avais pas imaginées. Toujours est-il que Madame Villemain, on va regarder son parcours. Pour ça, on va se positionner vers 17h15, 17h20, à hauteur de son pavillon. Madame Villemain cherche après son petit. Et comme il y a plein d'adultes autour de son pavillon, elle posera la question à tout le monde. Il y a Madame Clodon qui repart avec ses vaches, Monsieur Méline, etc. Tous ces adultes discutent et Grégory n'est pas trouvable. Donc Madame Clodon s'en allant, Monsieur Colin, le promeneur de chiens, repartant. Le petit groupe éclate. Il ne restera plus que Monsieur Méline qui va surveiller le pavillon à la demande de Madame Villemain. Madame Villemain, de fait, va pouvoir partir de son pavillon. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre dans ces conditions-là. Mais elle a fait 10 fois le tour de tout et elle n'a pas trouvé le petit. Elle va devoir chercher ailleurs. Elle aura la présence d'esprit de demander à Monsieur Méline de faire le guet et de s'occuper du petit s'il revient. C'est sécuritaire, c'est bien. Et elle va s'habiller, se préparer pour sortir, parce qu'elle s'était changée en rentrant chez elle. Elle va se remettre des chaussures, mettre son blouson, faire une dernière fois le tour, fermer la porte d'entrée à clé, monter dans sa voiture et partir à droite en partant de chez elle pour redescendre dans la vallée, direction les HLM. C'est son idée. Elle se dit que peut-être le petit est reparti jouer au ballon. Tout en espérant, à mon avis, peut-être que je l'imagine, le retrouver sur le bord de la route. Donc elle va rouler doucement et scanner de droite et gauche tous les coins et recoins où pourrait être le petit, en tout cas identifiable avec son blouson. Elle va pas le trouver et donc elle va se retrouver, elle va pas se retrouver et donc elle va se diriger vers les HLM où elle va retomber nez à nez avec la nounou de Grégory qui est restée dehors depuis tout à l'heure. Parce que Madame Villemain avait quitté la nounou à 17h et elle le retrouve une demi-heure plus tard, la nounou toujours dehors. Donc Madame Villemain n'aura pas besoin de sortir de sa voiture pour échanger avec la nounou et expliquer que le petit a disparu, que c'est grave, etc. etc. Et là, la nounou va vite poser la question aux alentours, à d'autres adultes et l'information va diffuser. D'accord ? Madame Villemain, elle arrive quand au HLM ? Eh ben, il y a 2 témoins. Il y en a une qui dit que Madame Villemain arrive entre 17h et 17h25 comme ça au jugé. Et une autre qui regarde sa montre et qui dit Madame Villemain était là à 17h40. C'est quand même intéressant, ça donne une plage horaire assez fermée. C'est vraiment intéressant. Toujours est-il que comme le petit n'est pas au HLM, Madame Villemain repart à sa recherche. Elle va vite passer voir, parce que vers la poste, je crois, parce que Grégory avait un petit copain de jeu préféré. Elle va vite passer voir s'il n'est pas avec son petit copain de jeu préféré. Et il n'y est pas. Donc elle remonte chez elle en ayant la présence d'esprit de faire le tour du pâté de la boucle, si vous voulez, par la ferme, pour faire le tour du circuit. Et donc elle va se retrouver cette fois-ci à hauteur de la ferme et elle va devoir s'arrêter en chemin parce que
elle ne peut pas avancer à cause des vaches qui reviennent à la ferme. Elle était partie tout à l'heure de son pavillon avec les vaches qui quittaient la pâture, et elle se retrouve à la ferme avec les vaches qui rentrent à l'étable. Donc elle va devoir attendre que tout le troupeau rentre. Et justement, il y a aussi le chauffeur de bus, le fils de Madame Clodon. C'est lui qui s'occupe des enfants, qui les ramène en bus, et il a fini sa tournée justement, et il dit moi j'ai rentré mon bus, et à 17h32 j'ai vu Madame Villemain. Sauf que le tachygraphe, le mouchard de son bus, dit ton moteur tournait encore entre 17h36 et 17h38. Donc je pense c'est une appréciation humaine, c'est typiquement humain. Donc ça veut dire que Madame Villemain repart de l'affaire au plus tôt à 17h38. Mais c'est pas forcément le cas. Il peut y avoir une décorrélation entre l'arrêt du moteur du bus et le fait que les vaches rentrent. Toujours est-il qu'on l'a fait rentrer au pavillon, à son propre pavillon, Madame Villemain, après avoir fait sa tournée, entre 17h34 et 17h44. C'est un peu la plage horaire de retour. Voyez-vous ? Avec plutôt une prédominance sur la fin du créneau. 17h40, 17h44. Voilà. Voilà. Madame Villemain donc, a quitté son pavillon pour faire le tour de l'épange et revenir sur un créneau très serré, parce que 17h25, 17h40, ça fait pas beaucoup, ça fait 20 minutes, quoi. Hein, on va dire un bon gros quart d'heure en langage humain. Si on reprend la cartographie de Madame Villemain, de son timing, il y a un gros pôle de présence au HLM, même s'il est court. En fait, il y a un poids très important parce qu'il y a beaucoup d'adultes à cet endroit-là et l'information diffuse à cet endroit-là. Le deuxième pôle de présence de Madame Villemain avec un autre groupe de personnes, c'est à la ferme. Mais à la ferme, ils sont déjà au courant que le petit a disparu. C'est même Madame Clodon qui redemandera à Madame Villemain si elle n'a pas trouvé son petit, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et sinon, après, il y a tout le parcours, toute la route qu'a emprunté Madame Villemain. C'est là où on peut la voir à l'extérieur de son pavillon. La route, les HLM, la ferme. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est vachement important comme information, vous savez. C'est très très important. Je mets une prédominance sur les HLM, ça se voit. Une prédominance à la ferme. Il y a aussi le petit point, justement, quand elle cherche après Grégory, en supposant qu'il est avec son copain préféré. Je crois que c'est à hauteur de la poste. Mais là, c'est pas très très clair. Toujours est-il qu'elle ne s'est pas arrêtée à ce niveau-là. Encore une fois, elle était mobile. Donc, un temps de présence court sur un espace fermé. Voilà pour ça. On va s'intéresser maintenant à notre corbeau. À 16h20, il y a quelqu'un qui est vu dans une voiture sombre, un homme seul. C'est monsieur Colin Claude qui le déclare aux gendarmes. À mon avis, c'est notre candidat. En tout cas, il matche bien avec notre candidat. C'est pour ça que je le capte, celui-là. Et du coup, de 16h20 à hauteur de la ferme, je le fais aller jusqu'au point d'observation. Ce fameux point d'observation où il va se poser et observer sans être vu. Qui joue à observer l'ennemi? Vous en connaissez beaucoup? Vous connaissez des gens qui font ça? Les militaires. Alors, quand il observe le pavillon, il voit à un moment donné le petit qui joue dehors avec son blouson et son bonnet. Il sait que le petit va jouer tout seul, déclenche son plan. Il va kidnapper, comme il l'avait dit, l'enfant et il repart du pavillon. Fissa. Il ne traîne pas. Et là, vous allez me dire, mais s'il a pris ce chemin à cet horaire-là, il a donc croisé M. Colin, le promeneur de chiens. Ah, peut-être que M. Colin est détenteur d'un terrible secret. Et peut-être que ça a mis du temps à ce qu'il lui capte. Et par contre, je suis étonné qu'il n'ait jamais rien dit. Toujours est-il que je fais aller notre corbeau avec le petit à la poste pendant 11 minutes à partir de 17h04. C'est très très long, 11 minutes à la poste. Ça me permettra d'avoir une réserve de temps si jamais il est resté moins longtemps à la poste et je pourrais redistribuer le temps gagné sur d'autres points pour faire tenir mon scénario. Donc si les horaires sont un petit peu justes pour vous, sachez qu'il y a de la marge, on peut encore jouer. Simplement parce que 11 minutes à la poste, c'est beaucoup de trop.
Voilà. Alors en tout cas, quand il quitte la poste, une fois qu'il a posté son courrier gling gling, il va directement à Docelles pour faire ce qu'il a à faire, mettre l'enfant à l'eau. A priori, ce serait là, derrière la caserne des pompiers, si on en croit la thèse officielle, où il y a tout le monde, là, tous les officiels qui sont en train d'observer le point potentiel où l'enfant a été jeté à l'eau. Ce serait là. Donc le corbeau, s'il fait ça, hein, il y va, il traîne pas. Hein. Lui, il sait ce qu'il a fait, je peux vous dire qu'il va faire fissa, pas de bruit, il va vite se barrer. La question, c'est où va-t-il? Est-ce qu'il va aller, entre guillemets, tourner dans Docelles, au risque d'être vu, sachant ce qu'il a fait? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il va comme je l'ai dit, il va vite se barrer de Docelles, et il va retourner où, à votre avis? Où? À l'éponge. Quoi de mieux que de retourner à l'éponge? Quel meilleur alibi que d'être vu à l'éponge? L'enfant étant jeté à Docelles. Si on interroge les gens qui étaient à l'éponge, il lui dira « mais moi j'ai pas bougé de l'éponge, j'ai même acheté un paquet de clopes et une baguette. » Quel meilleur alibi? Et de toute façon, notre corbeau, il est curieux comme un P. Hein. Donc, si on reprend le parcours de Madame Villemain, on va pouvoir y rajouter dans le même espace, dans le même temps, notre volatile. Où exactement, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il dit avoir vu Madame Villemain en train de chercher après son petit et il a la capacité de téléphoner. Donc je le loge en priorité au HLM. Mais ça peut être sur la route, ça peut être à la ferme, ça peut être même au pavillon, ça pourrait être même à son spot d'observation, mais c'est peu probable. Hein. Au spot d'observation où il était à 5 heures, il voit mais il ne peut pas appeler. Donc finalement, les HLM, c'est le meilleur point pour matcher ces événements-là. Waouh! Au niveau des cabines téléphoniques, on a vu qu'il y en avait une au niveau des HLM et il y en avait deux autres. Regardez dans cet extrait de l'INA, il y en a une là, à la poste, et il y en a une autre, selon le reportage, là. Et Madame Villemain serait passée à côté aussi de cette cabine. C'est quand même surréaliste de penser qu'il était peut-être dans une de ces cabines, là, ces petites boxes aux parois entièrement vitrées, qui donnent une vue à 360 sans problème. Et c'était fait exprès parce que vous savez, si ceux qui ont connu ça, c'était des box. Et c'était une lourde porte qui était censée insonoriser la cabine. Et donc, il ne fallait pas être claustrophobe, hein, parce qu'on était vite à l'étroit là-dedans. Et on se demandait toujours si la porte allait réussir à se réouvrir. Je ne sais pas si vous avez connu ça. C'est toujours compliqué. On donnait des coups de pied dans la porte pour la faire déplier et déloger de son coin. Bon, toujours est-il que notre corbeau, si j'en crois mon scénario, était dans une cabine. Alors, est-ce que ce scénario est crédible? C'est un vaste débat, encore une fois. Toujours est-il que si c'était le cas, s'il était au HLM et qu'il a passé son appel, la question est-ce qu'il a passé son appel et qu'il a vu Madame Villemain arriver, et donc il a pu constater qu'elle recherchait après, ou inversement, il n'était pas dans sa cabine, il était au HLM, il a vu Madame Villemain en train de chercher après son petit, et il s'est dirigé à la cabine. C'est très important, cette différence de chronologie des événements avant, après, avant. Parce que c'était pas prévu que Madame Villemain aille au HLM. Et qu'est-ce qu'il foutait notre corbeau au HLM du coup? Qu'est-ce qu'il foutait là? Est-ce qu'il avait, entre guillemets, la légitimité d'être à cet endroit normalement? Auquel cas, l'information diffusant, lui, toujours discret et incognito, il se dirige lentement vers la cabine et puis il passe ses appels. 17h32 selon l'horaire officiel, alors que c'était évalué plus tard au début. C'était 17h40 au départ. Ça a été ramené à 17h32. C'est quand même intéressant, hein, ça ouvre un champ de perspective pas ordinaire du tout. Toujours est-il que je vous propose d'en discuter dans des groupes privés de discussion sur ma chaîne Discord. J'ai ouvert une chaîne grâce à Azad. Je ne suis pas
Je n'ai pas encore rodé de la technique. Hein. Autant je fais des réunions Teams toute la semaine que des réunions Discord privé, j'en fais quasiment pas. Donc venez comme vous êtes. Hein. Moi, je venez avec vos idées. Vous savez, tout le monde est le bienvenu. Vraiment. Hein. Ce qu'il faut, l'objectif, c'est d'apporter, de contribuer à la résolution de cette affaire. Et je vous propose de travailler sur 2 axes. L'axe HLM, selon ce scénario ici, et l'axe Lapoirie. Je vous invite à aller revoir l'épisode de Monsieur Lapoirie parce que je reste campé sur mes positions sur cet épisode. Le principe de base, hein, de toute façon, c'est que le corbeau match avec tous les éléments que l'on attribue à ce corbeau. Il a tout fait. S'il a fait un événement, il doit avoir fait tous les autres pour être un bon candidat. Le courrier de revendication du repas choucroute, les appels téléphoniques, l'appel à autocoussin, sa volonté de nuire à la famille Villemain, etc., etc. Toujours est-il que selon mon profil, c'est un ancien militaire, contemporain d'Albert et Monique. Visiblement, je ne sais pas s'il travaille, mais c'est possible. Il a une 4L avec tout ce qu'il y a dedans, enfin une 4L, un véhicule avec plein d'accessoires dedans. Il est mobile, il a des pièces pour téléphoner. Il a sûrement été malade en février-mars 83 quand il revient puis qu'il appelle Monique. Donc il est peut-être allé à l'hôpital. Ça serait intéressant de croiser avec les archives de l'hôpital. Donc c'est ça que j'ai besoin qu'il faudrait travailler. Alors quand je dis moi, c'est quand je dis pas moi. Hein. Il y en a d'autres qui y travaillent, c'est bien aussi. Voilà. Donc ma chaîne c'est Miobai et mon adresse email si besoin c'est Miobai comme ma chaîne @orange.fr. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. S'il vous plaît, soyez indulgents dans vos commentaires. Ça me serait très précieux pour ma santé mentale. Allez, salut, bisous bisous.